Oui, tu peux voir que voilà, on s'en servira. Oui. On va commencer parce que sinon, on va pas attendre à ce que la salle soit pleine. Bonjour tout le monde. Oh. On va commencer. On est en live. La personne qui devait animer est absente pour raison professionnelle. Donc on improvise. On est fort pour ça, l'improvisation. Les OFS, on sait s'adapter. Donc on va s'adapter. On va co-animer tous les quatre cet atelier. Et surtout l'idée... est-ce qu'on pourrait mettre plutôt aussi la lumière dans la salle? Parce que vraiment, on voudrait que ça soit comme les autres ateliers, quelque chose d'interactif. N'hésitez pas à échanger. On va vous partager nos expériences en toute humilité. Hein, et puis, vraiment, si on peut interagir, ce serait parfait. Ah oui, c'est du petit atelier. Alors, je me présente. Céline Priem, je travaille chez Logéocène, OFS en Normandie. On se présente d'abord simplement et on viendra un peu plus en détail sur nos structures. Donc, bonjour à tous, je suis Sophie Robin et je suis donc à la DRIL Île-de-France qui, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez plus l'habitude des directions régionales en région. En Île-de-France, c'est un peu différent. On a une direction régionale dédiée au logement. Delphine Trosset, je viens d'Isère pour la Société dauphinoise pour l'habitat filiale Action Logement et je dirige les ventes et le syndic, mais aussi l'OFS, donc SD Sol. Stéphane Carré, je suis responsable administration biens et transactions au sein de Keredes, coopérative HLM à Rennes. Le déroulé qu'on vous propose, c'est reprendre un petit peu le cadre réglementaire sur effectivement comment les OFS interviennent en copropriété via le BRS. C'est l'atelier, c'est notre atelier. Quelques retours d'expérience et puis une expérimentation. Sophie de la DRIL nous fera part de son étude récemment publiée. Pour ma part, Logéocène, on est basé en Normandie. On a une ESH, Logéocène, qui a été agréée OFS, qui aujourd'hui gère 25 000 logements, qui a été agréée en 2019 et on a démarré un peu à contre-pied des OFS sur la vente HLM. Aujourd'hui, on a 300 logements fléchés en vente HLM et on a réalisé à peu près une cinquantaine de ventes. À Logéocène est adossée une coopérative, Logéo Promotion, qui a en charge l'accession à la propriété, qui est en phase d'être également agréée pour porter toutes les opérations d'accession neuve. Et on a un syndic, Logéo Gestion. Donc l'idée, c'est de couvrir l'ensemble des métiers locatifs, accession et syndic. Voilà, vous avez quelques chiffres, je ne vous les cite pas, mais on commence à avoir un petit peu d'expérience, on va dire. Aujourd'hui, on a à peu près une centaine de logements dans le neuf en accession et en copropriété, 2600 logements. Donc pour SDH, on est basé, comme je le disais tout à l'heure, sur l'Isère. Le bailleur a en production et en gestion 23 000 logements locatifs. Notre organisme foncier solidaire, il a été créé en 2020. Par contre, nous, on a commencé sur le neuf et pas sur l'ancien, même si maintenant on fait de l'ancien. Donc moi, actuellement, j'ai 100 logements à la vente HLM en BRS. Ça fait environ 4 résidences. Après, on travaille aussi le BRS sous la marque SD Access sur le neuf. On a plus de 50 opérations neuves en cours, ce qui fait beaucoup de logements. Je dois avoir 450 logements à la vente en cours de commercialisation et j'en ai livré 150 depuis 2023. Et j'en livre 150 cette année, donc on va arriver aux 300 logements livrés en BRS en accession neuve. Et on a aussi la partie syndic, comme Logéo, qui commence à prendre les copropriétés BRS. Et la première copropriété BRS c'est en 2023. Et aujourd'hui, on a une dizaine de copropriétés
en vente HLM et en neuf. Alors Keredes, c'est une coopérative donc HLM basée à Rennes. C'est une vieille dame. Nous avons 123 ans d'existence, plus de 100 collaborateurs et sur 3 territoires, Rennes, Lorient et Saint-Malo. Et la coopérative est déclinée en 2 autres coopératives. Il y a 2 branches, la partie promotion. Aujourd'hui, on peut dire que la partie promotion, c'est environ 250 logements livrés par an, alors aussi bien pour de l'accession sociale, du maîtrisé et également du libre. Depuis 2020, nous avons livré environ 320 BRS sur 3 territoires. Et nous sommes à la fois fondateurs de 2 OFS, donc le foncier solidaire Rennes Métropole, FSRM, et également le foncier coopératif Malouin. Et nous sommes également consultants pour 3 OFS dans le Morbihan. Et puis l'autre coopérative, donc Keredes Gestion Immobilière, qui décline plusieurs métiers, à la fois le syndic de copropriété, qui gère, on va dire, le gros de notre production, principalement. On est à peu près à 660 immeubles gérés et un peu plus de 16 000 lots. Nous avons également la gestion locative pour compte de tiers qui génère 850 lots. Et nous avons la partie transaction immobilière. À ce titre, nous avons depuis 2021 ou 2022 revendu, puisque ce sont des reventes, environ 30 BRS sur 2 OFS. Du coup, on vous propose un petit rappel réglementaire sur la copropriété en BRS. Est-ce qu'il y a une particularité? Est-ce qu'il y a des particularités? La mise en copropriété se fait de la même façon, avec quelques particularités. C'est vrai qu'au début, il y a quelques années, les géomètres se sont pas mal interrogés sur est-ce qu'on doit faire des lots de bâtiments, des lots de sol. Je ne sais pas à quelle étape vous en êtes, mais la mise en copropriété est exactement la même. Elle s'inscrit effectivement dans le régime de la copropriété. Effectivement, le BRS est un outil puissant d'accession sociale, mais il implique de revisiter la façon dont nous faisons vivre la copropriété. Et on va partir de la réglementation et de la loi du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété. Donc vous connaissez. Je le reprends, un immeuble bâti à usage d'habitation totale ou partielle, une division par lot, comprenant chacune une quote-part indivise et une partie divise, partie privative, cette division résultant d'un EDD, et une propriété collective des parties communes caractérisant l'indivision forcée sur celle-ci. Et donc ça s'applique aux logements vendus en BRS, selon l'article L255-7.1 du CCH. Il faut rappeler que le logement en BRS est inclus dans la copropriété comme n'importe quel lot. Le preneur à bâtir est fictivement copropriétaire. C'est le même cas que la location-accession. On pourrait très bien imaginer une copropriété avec des logements au BRS. On peut très bien, au palier, ça se fait, avoir des logements vendus en BRS, des logements vendus en pleine propriété. Donc effectivement, nos preneurs sont copropriétaires au même titre que les copropriétaires qui auraient acquis en pleine propriété. Exactement. Et on parle de copropriété à partir du moment où on n'a plus de 2 lots appartenant à 2 personnes différentes. C'est bien de le rappeler. Très bien, c'est la base. Oui. Surtout, n'hésitez pas à interagir. On s'adapte, nous, donc n'hésitez pas. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, la difficulté de la relation OFS et syndic, c'est qu'on a 2 modèles et 2 supports différents, qui est un, le CCH, et l'autre, la loi de 65. Et on voit bien que c'est là la difficulté, parfois, de concilier ces 2 statuts ou 2 régimes. Ça peut créer, effectivement, des quelques difficultés ou nœuds dans le cerveau. Effectivement, là, on vous présente, comme en lien ce que tu viens de dire, les particularités. Quand on est en BRS, on a un OFS qui va être obligatoirement convoqué. Ça a été rappelé dernièrement. Donc, l'OFS doit recevoir une convocation de la part du syndic et a des droits de vote sur certaines décisions. Oh non, vas-y. Ce qui était vraiment un peu compliqué à mettre en place et puis à comprendre, c'est que aujourd'hui, qui doit voter quoi
Oui. L'OFS a effectivement le droit de vote pour certaines choses et pas d'autres. Le copropriétaire pour une grosse majorité. Qui paye aussi. Qui paye. Mais c'était ça aussi la difficulté. Et la difficulté, c'est aussi de faire comprendre ça aux preneurs et aux acquéreurs. Donc là, on peut peut-être passer à la... Non, tu veux interagir sur celle-là ou ça reprend peut-être la suivante qui est un peu plus détaillée? On vous a remis les types de résolution avec le qui fait quoi. Donc en cession d'un bout de terrain, dont tu nous feras un exemple, Céline, tout à l'heure, prélevé sur le jardin d'agrément extérieur. Donc on est bien, c'est l'OFS qui décide. À l'article 26, oui. Percement, ouverture pour mur porteur dans un lot privatif, c'est bien le preneur. Boxer un emplacement de stationnement constitutif d'un lot privatif, c'est aussi le preneur. Suppression du poste de concierge sans porter atteinte à la destination de l'immeuble, on est bien aussi sur un vote du preneur. Pour la désignation ou révocation d'un syndic, c'est le preneur. Et par contre, les travaux de ravalement et les travaux de mise en place d'un ascenseur, c'est bien l'OFS. Et comme tu le rappelais, Céline, tout à l'heure, c'est bien le preneur qui va payer, même si c'est l'OFS qui prend une décision favorable. Ça restera... Alors, quand on parle de travaux de ravalement, ce n'est pas des travaux de peinture, puisque là, c'est la copropriété et les copropriétaires qui vont bien sûr prendre en charge ce coût. C'est éventuellement une modification structurelle, mais ce qui, on va dire, de l'entretien courant, ce qui peut être peinture, c'est pas de l'embellissement, isolation, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que pour en revenir à la thématique, quelle est la place de l'OFS, parce qu'on ne l'a pas rappelé, mais le titre est indiqué, quelle est notre place, nous, OFS, dans cette copropriété? Tu le disais, Delphine, la vraie pédagogie qui va être en amont, au moment de la commercialisation. Je pense participer, je ne sais pas comment vous faites, mais vraiment participer aux assemblées générales. Qu'il y ait des travaux ou non à voter ou qu'il y ait des résolutions non à voter, je pense que chaque OFS doit participer aux assemblées générales, doit en amont l'expliquer aux preneurs. Comme tu dis, c'est une vraie pédagogie, c'est quand même une vraie nouveauté. On peut se mettre à la place d'un preneur, on se dit, en fait, quelqu'un d'autre va voter pour moi ce que je devais devoir payer. Il faut quand même faire avaler la pilule, on ne va pas se mentir. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie pédagogie en amont. Peut-être qu'aujourd'hui, sur l'ancien ou même sur le neuf, on n'est pas encore trop confronté à ce type de vote qui va impacter financièrement les preneurs. Donc on est encore au début de nos copropriétés, puisqu'on a quand même soit livré du neuf, donc qui ne nécessite pas ces gros travaux, ou de l'ancien, mais qu'on aura peut-être rénové. Donc je pense que ça va venir. Donc je pense que si on participe dès maintenant aux assemblées générales, on va pouvoir apporter cette pédagogie, expliquer pourquoi on est là, dans quel contexte, qu'on est toujours dans l'accompagnement. Je pense qu'on a intérêt vraiment à être à chaque assemblée générale tant que possible. Complètement, oui. Ce qui a été aussi, ce qui est compliqué, c'est la culturation, on va dire comme ça, des syndics. Moi, je le vois avec les confrères, c'est qu'effectivement, l'OFS est partie prenante, hein, mais même s'il a un vote ou un droit de vote assez limité, c'est cette habitude d'envoyer des convocations, d'avoir une vraie relation avec l'OFS. Et je le vois avec les confrères, aujourd'hui, c'est vraiment de leur faire prendre conscience que l'OFS, parce qu'il n'a pas, au sens de la loi de 65, de tantième, les logiciels syndics ne le prévoient pas encore aujourd'hui, c'est d'avoir un vrai statut. Et naturellement, le syndic va convoquer et envoyer les convocations des AG et les comptes rendus qu'aux copropriétaires, qui sont identifiés dans son logiciel, alors que l'OFS n'y est pas. Donc ça aussi, c'est un vrai cheval de bataille, c'est une vraie action à faire auprès des syndics, parce que c'est pas naturel, puisque l'OFS n'existe pas en tant que tel. Mais justement, Sophie, je crois Sophie, au nom de la loi 65. C'est une boutade, puisque mardi, on a passé la journée ensemble et l'animateur lui a changé de prénom toute la journée. Donc voilà, à un moment donné, on ne sait plus comment on s'appelle.
Non, Delphine nous fera part justement de son expérience justement avec les syndics externes. Tout à l'heure, dans nos structures, on a évoqué, on a des syndics internalisés. Donc quand on a un syndic internalisé, bien évidemment, c'est plus fluide. On va voir nos collègues, t'oublies pas de me convoquer. On trouve une petite supercherie pour nos logiciels qui effectivement ne sont pas adaptés aujourd'hui pour que l'OFS puisse recevoir sa convocation facilement. Donc nous, de notre côté, notre collègue a été obligé de nous créer un lot fictif. En fait, tu es obligé de détourner le logiciel pour que l'OFS ait un lot dans leur logiciel pour qu'on puisse être convoqué. Mais c'est vrai que tu as raison, Stéphane, il va falloir que les logiciels pour les syndics s'adaptent. Et quand on sera en syndic externe, Delphine, tu nous feras part de ton expérience. Et que les syndics externes évoluent. Je suis assez radicale en ce moment, j'en ai rencontré plusieurs et j'ai des méthodes assez radicales, comme ça ils s'intéressent réellement au BRS. Oui, c'est ça, il va falloir leur faire part de l'évolution de la loi. Exactement. En fait. La convocation, on en parlait justement. C'est ça, c'est ce qu'on s'est dit, convocation à l'Assemblée Générale et aussi il nous faut le PV, parce que c'est bien d'être convoqué, mais il nous faut la suite. La qualification des décisions et du votant en conséquence. Le mandat de recouvrement des redevances au profit du syndic. Alors ça, il y a des méthodes différentes, puisque Stéphane en parlera justement. Avec Stéphane. Nous, aujourd'hui, et je pense que c'est pareil pour l'OGO, c'est directement notre direction, l'OFS, qui va recouvrer les redevances et non pas le syndic. Que toi, Stéphane, on en parlera après. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le statut de l'OFS est vraiment à redéfinir au niveau de la copro, parce qu'il doit être présent pour peu qu'il soit concerné par des sessions, des divisions de terrain, par exemple. Il a le droit d'assister, il a le droit, bien sûr, de poser des questions, il a le droit de participer de façon très, très active, comme je disais. Mais tout ça n'est pas très clair et surtout c'est, je dirais encore une fois, la culture du syndic qui ne permet pas toujours justement à ce que l'OFS soit vraiment actif dans l'AG et dans la copro. On a parlé de l'adaptation du logiciel aux immeubles comprenant des lots de copropriété. Effectivement, les logiciels ne peuvent pas intégrer, mais on arrive à trouver des solutions et les syndics externes aussi arrivent à en trouver. La transmission des droits réels, pré-état daté, état daté, et l'explication du dispositif et rôle de chef d'orchestre. Donc, d'où l'importance d'acculturer au bail réel solidaire. Oui, les syndics, tout à fait. Il va falloir que l'ensemble des syndics connaissent le terme, le dispositif. Oui, c'est pas une mince affaire, surtout quand les externes, on va dire. Oui. Quand c'est chez nous, ça va, mais en externe. Je crois que c'est une petite conclusion, c'est ça ? C'est ça. Donc, on vous rappelle l'intérêt de bien anticiper les enjeux dès la naissance de la copropriété. Et ça, je vais en parler un peu tout à l'heure. La mise en copropriété est un moment structurant pour l'OFS. Donc, il faut être particulièrement vigilant au montage en intégrant l'ensemble des strates et la superposition des modes de gestion. On doit penser l'immeuble sur le long terme et sur le très long terme, parce que l'OFS reste garant de la copropriété et éventuellement de sa réversibilité. Il faut faciliter la lecture et la compréhension du syndic et des copropriétaires. On en parle, mais c'est un vrai enjeu, je pense, pour que le bail réel solidaire fonctionne. On a des syndics internes, mais ils ne peuvent pas tout prendre. Et tout le monde n'a pas son syndic interne. Et il y a une vraie acculturation des syndics externes au bail réel solidaire. Et pour que le bail réel solidaire fonctionne, il va falloir faire un réel travail. Les ajustements à réaliser, la destination et usage de l'immeuble. On a le recouvrement des redevances par le syndic. Les obligations de notification au syndic, ça on en a parlé, les convocations d'AG et la qualité du votant. Avant de passer aux expériences, est-ce que vous souhaitez partager, interagir, questionner ?
Marianne Déré-Le-Sourd, notaire au Havre. Avec mes deux confrères à côté, on a quand même un petit doute sur ce que vous avez dit sur l'application de l'article 25N de la copropriété concernant les travaux de ravalement. Vous avez précisé que les travaux de ravalement, le vote devait être le fait uniquement de l'OFS. Et pour nous, l'article 25N précise que c'est l'ensemble des copropriétaires qui doit voter, enfin c'est la majorité de l'ensemble des copropriétaires qui doit voter. Et donc pour nous, ce vote doit également être le fait du preneur. D'accord, mais par contre, on est au 25N quand même, mais on devrait le mettre dans les deux colonnes, en fait, c'est ça? Voilà, pour nous, c'est les deux. Mais c'est l'intitulé qui n'est pas bon, qui n'est pas assez détaillé. Parce qu'effectivement, le preneur, quand il y a des travaux de ravalement, il est partie prenante, il est copropriétaire, il doit intervenir. Voilà. L'ascenseur, pareil. Je pense que c'était plutôt des travaux soit d'extension, soit de transformation. Et là, sur l'évaluation, etc. Mais aujourd'hui, c'est le preneur qui est concerné par les travaux de ravalement. Simple. Oui, si on laisse l'intitulé comme ça, travaux de ravalement, voilà, on met colonne droite uniquement, que le preneur. Parce que ça ne concerne que le bâti et la copropriété en tant que telle, au nom de la loi 65. Je pense, Gilles Tétard, notaire, donc, je pense que le droit de vote de l'OFS n'est exclusif que sur les sujets concernant le droit de construction sur les parties non bâties, le droit de surélévation et le droit d'affouillement. Dans tous les autres sujets, le droit de vote appartient à l'ensemble des copropriétaires, au nombre desquels se compte l'OFS, mais il n'a pas le droit de vote exclusif. Et je pense qu'également pour l'ascenseur, le sujet est exactement le même. C'est une majorité de l'ensemble des copropriétaires, dont l'OFS. On corrigera le support avant de vous l'envoyer. Je ne sais pas si quelqu'un a un avis. A déjà eu le cas. Oui, vous êtes d'accord? Ah non. Non. Ah non. Ah non, non, non. Oui, c'est ça, oui. Oui. Il y a des sujets dans lesquels l'OFS a un droit de vote et dans lesquels les accédants n'ont pas le droit de vote. Donc c'est l'un ou l'autre. Okay. Ouais. Merci pour ces précisions, très cher maître. Mais de rien, très chère Céline. Est-ce que vous souhaitez... Oui. Alors, l'article 25N, je le reprends, dit ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant, etc., etc. Donc je pense que là-dedans, il faut mettre l'OFS. Je pense qu'il doit être considéré comme un copropriétaire. Non, mais c'est pas parce que je veux pas. L'ascenseur, moi, t'es obligé de le faire. Il exclut les autres? On a le temps. Je crois que vous êtes notaire. Avocate. Ah, bon. Et quel est votre avis du coup? Donc le droit de vote de l'OFS exclut les copropriétaires. D'accord. Donc il n'intervient que pour les sujets qui sont dans son périmètre, c'est-à-dire le non bâti et la surélévation. Donc pas du tout pour l'avalement. Oui, je pense que ça a été mal retranscrit. Oui. Un simple ravalement, peinture, crépi, enfin ce qu'on en veut, c'est uniquement les copros. Une réhabilitation thermique. ITE, ce serait l'OFS qui vote. Oui, pour moi, c'est ce que j'échangeais sans contredire. Mais il me semble que moi, au niveau syndic, réhabilitation thermique, c'est OFS, nous, ce qu'on nous a mentionné, c'était bien l'OFS qui votait. Et pareil, alors l'ascenseur, je suis en train de demander en direct, mais pour moi, c'était aussi à vérifier, mais le vote de l'OFS, de ce que nous... Parce que ça change quand même, il y a une amélioration. Oui, exactement. C'est vrai qu'avec le micro, on entend mieux. Comme on est loin de vous. J'essaie de pas tomber. Merci.
Je pense qu'on raisonne sur des immeubles à 100% BRS. Pas forcément. Et quand on est dans un immeuble avec une mixité, justement, quelques logements BRS, d'autres... Moi, je dirais que si on a le mixité, l'OFS vote pour les lots sur lesquels il y a du BRS. Oui, mais si, Gilles, tu me disais, c'est ça? Non, mais à supposer, par exemple, je sais pas, on veut rehausser l'immeuble, etc. Chaque copropriétaire doit pouvoir se prononcer dessus. Et l'OFS pour sa petite part, j'ai envie de dire. Alors, moi, je ne pense pas, mais selon la nature de la résolution, c'est l'un ou l'autre. Partage. Enfin, l'OFS n'est propriétaire que de sa petite part de ces lots du foncier. Bah, votera pour ces lots, en fait. Oui, Enfin, votera pour les lots. Oui, mais les autres copropriétaires vont voter aussi pour les leurs. Ah, bien sûr. Oui. Ouais. Oui. C'est-à-dire, admettons, on peut prendre un exemple, hein, si pour bien comprendre, si on a un immeuble, on a 50 logements en BRS et 50 vendus en pleine propriété. Oui, par exemple. Et qu'on doit voter à la résolution. Oui, un gros immeuble déjà, 100 logements. Et 20-80. Et qu'il y a une résolution qui doit se voter à l'article 26. L'OFS va voter pour ces 25, enfin ces 50. Oui. Et les copropriétaires en pleine propriété vont voter. Tout à fait. C'est ça, hein, ouais. Oui, donc on a des votes qui ne sont pas exclusifs. Il n'y a pas que l'OFS qui vote ou que les autres copropriétaires. Oui, mais en fait, je pense. Oui, parce que c'est ce qui me concerne. Ouais. Sur les. Non, il n'y a pas de. Oui. Dans notre exemple des 50 en BRS, c'est soit l'OFS vote pour ces 50, soit ce sont les preneurs en BRS qui votent. Ce qui n'empêcherait pas que nos 50 en pleine propriété votent également. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on dit c'est soit l'OFS qui vote, soit les preneurs. Donc sur un cas comme ça, donc pour les lots, excusez-moi, pour les lots BRS, s'il y a une décision, ce ne serait que l'un ou l'autre. Oui, c'est ça, c'est ce que je... En plus des membres de... Et puis les autres à côté, effectivement. C'est ça, c'est ça. On se dit que pour les biens en BRS, c'est soit l'OFS qui vote parce que ça relève de ces... pour l'intégralité des logements en BRS, soit les preneurs, selon la nature de la résolution. Ok, merci. C'est ça, n'hésitez pas, le notaire, à compléter ou... En tout cas, ce que pourra peut-être nous dire Maître Camus, qui a été à l'origine de la création chez Keredes du MIC, de toute manière, avec deux supports qui sont totalement différents, le 65 et le CCH, on aura de toute façon de la jurisprudence à long terme, parce que ces questions-là se poseront avec, bien sûr, le temps, et on aura certainement des jurisprudences. Donc nous, on se pose des questions chez Keredes en disant demain, comment nous gérerons ces problématiques qui arriveront de toute manière. Christelle, tu voulais préciser ? Oui, juste pour préciser que pour la partie logement en BRS, en effet, pour certaines décisions, c'est l'OFS qui a le droit de vote. Pour d'autres, c'est les preneurs. En aucun cas, ça peut être les deux. Mais en revanche, pour le financement, c'est uniquement le preneur qui est appelé. Voilà. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Delphine en amont, effectivement. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de pédagogie. C'est pas simple pour un preneur de ne pas avoir la possibilité de voter, mais doit payer, doit subir. C'est vrai que là, quand on va être confronté à ça, je pense que ça va être quand même assez... Et quand on l'explique, les preneurs, ils ont du mal à comprendre. Parce qu'on l'explique, l'objet, c'est de l'expliquer en amont. Parce que sur l'avantage HLM, alors bien sûr qu'on vend que des biens sans travaux pendant 30 ans. C'est ça. Mais on va être confronté en fait au vote des travaux assez rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, on se posait la question avec Marie-Hélène sur un vote qui nécessite l'unanimité. Donc typique la vente d'une partie commune. C'est l'OFS pour moi. Est-ce que... Oui. Non. C'est pas forcément du terme. Pardon ? Alors, on a le spécialiste Frédéric Roussel qui a créé le BRS qui est ici. Vous voulez prendre la parole ? Allez, je vous en prie.
Il n'a pas le statut de copropriétaire, l'OFS. Oui, bon, c'est pas moi qui ai introduit cette disposition-là, qui est écrite avec les pieds. Il faut quand même aussi le reconnaître. Hein. Bon, mais un copropriétaire, c'est un copropriétaire. L'OFS n'est pas copropriétaire. Je suis désolé. On va pas refaire le débat ici, sinon ça voudrait dire réécrire le texte. Bon. Encore un texte mal écrit, comme on l'a Écrit dit avec tout à l'heure. les pieds. On est d'accord. Il y en a pas qu'un, mais ça, c'en est un. L'OFS participe, okay, il vote dans certains cas très précis, mais ne le faisons pas voter, quitte à prendre des responsabilités qui ne sont pas les siennes et qui pourraient l'entraîner sur des contentieux par des copropriétaires mécontents. C'est aux copropriétaires, l'OFS n'étant pas copropriétaire, de prendre les décisions en assemblée générale et particulièrement. Et il n'y a pas qu'à l'unanimité. Dès lors qu'on est en majorité, qualifiée ou autre, et que ça incombe aux copropriétaires, désolé, l'OFS n'est pas copropriétaire. On en est au stade où on lui invente, pour des besoins de logiciels, à la con, pardonnez-moi, ça fait quand même quelques mois que les SS2I devraient peut-être s'en préoccuper. Hein, bon, on lui invente un faux lot. Hein, un lot fictif. C'est pas avec un lot fictif que je suis copropriétaire en tant qu'OFS. Bon, donc moi, vous aurez compris que je ne partage pas tout à fait votre grille de lecture. Voilà. C'est pas ma grille de lecture, c'est les solutions que notre syndic a trouvées pour que nous puissions, OFS, recevoir non, mais je parle des votes, hein. Une assemblée générale. Je parle des votes. Sur ceux qu'on a évoqués tout à l'heure ? Oui. C'est là où on n'a plus la grille à l'écran. D'ailleurs, c'est dommage. Merci la technique de la remettre. C'est bon. Voilà. On est là pour débattre, donc moi, le sujet est ouvert. Je ne suis pas la spécialiste. Le spécialiste n'est pas là, donc on s'adapte. Donc au contraire, s'il faut corriger, n'hésitez pas. Hein. Après, c'est assez... D'ailleurs, à ce titre, le copropriétaire, le syndic, n'envoie pas de charge, ne demande pas de charge à l'OFS. Il ne demande qu'au copropriétaire. Non mais, donc ça clarifie aussi, encore une fois, le statut de l'OFS et du copropriétaire. Et après, on fait aussi avec la loi. Enfin, on partage, on a préparé l'atelier, on discute entre nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de syndics qui fonctionnent avec ces votes-là. Hein. Ce n'est pas que notre grille de lecture. Mais on est preneur de partage d'expérience. Là, sur un truc comme ça, il faut remonter la DHUP. Hein. Ah bah oui. Donc, ce qui ferait débat, si je comprends bien, ce qui fera remonter, c'est tout ce qui est ITE ou ascenseur. Parce que sur tout ce qui est session, on est d'accord. Sur élévation, il n'y a pas de sujet. Enfin, oui, viens. Sur ce qui lui appartient déjà. Moi, c'est juste une interrogation. C'est qu'à partir du moment où on dit qu'il n'est pas copropriétaire, c'est quoi ses droits? Parce que il y a quand même un article, enfin une loi qui dit que sur 4 articles de la loi, l'OFS vote. Après, alors certes, on peut dire qu'il n'est pas copropriétaire, mais il a quand même des droits. Donc, pour les logements, BRS, oui, tout à fait. Voilà. Donc, alors, je veux bien que le texte soit mal rédigé. Enfin, on est d'accord qu'il y a plein de trucs mal rédigés et que voilà. Mais moi, ça m'interroge sur la mise en œuvre. Alors, on n'est souvent pas dans ce cas-là parce qu'effectivement, on a souvent des programmes qui sont neufs et on ne va pas avoir des votes de travaux normalement dans les 10, 20 ans qui viennent. Mais la session, nous, là, dans le cas concret, voilà, qu'on exposera, on est confronté à ça. Nous, aujourd'hui, l'OGO a une session d'un bout de terrain. C'est l'OFS sur conseil de mon notaire, ici présent. Non. C'est ça, le syndicat des copropriétaires qui convoque, on est d'accord, mais pour se positionner sur cette résolution, c'est bien l'OFS qui va répondre, on est d'accord, qui dit oui ou qui dit non. Donc effectivement, il n'est pas copropriétaire, mais c'est quand même lui qui vote. Oui, pour le sol, on est d'accord. Ouais. Bon,
On voit que le sujet n'est pas simple. Bon, on avance parce que je crois qu'on est quand même contraint par l'heure. On va vous partager nos retours d'expérience et n'hésitez pas à nous dire si nous avons fait bien ou mal ou qu'il faudrait faire autrement. Parce qu'on débute et on se pose, comme vous, toutes les questions au fur et à mesure. Après, oui, on débute. Les équipes dans les problèmes, en fait. Dans les problèmes, on s'adapte, les équipes se questionnent, on se réadapte, on réécrit. Ça reste un exercice de style pas simple. Et donc, on n'est pas ici pour vous dire qu'on a la vérité, mais pour vous donner des exemples. Alors, pour la SDH, ce que je voulais vous partager, donc moi, j'ai une gestionnaire OFS qui s'occupe des BRS, que du bail réel solidaire, et qui gère le lien justement avec le syndic interne qui est intégré et les syndics externes. Et ce qu'on a voulu mettre en place, c'est vraiment un accompagnement au niveau du montage de la copropriété. Avoir vraiment des points de vigilance sur l'adaptation des logiciels. Oui, on crée effectivement un lot, mais on a des solutions, on s'adapte à la loi. Sur tout ce qui est rédaction du RC, encadrement des usages, location, revente. Donc il y a un vrai travail qui est mis en place avec les syndics. Et l'enjeu, on l'a dit tout à l'heure, est d'anticiper dès la création de la copropriété les obligations pour parler de l'organisation BRS. Donc on a vraiment axé sur la pédagogie et l'acculturation des syndics externes. Alors quand je vous disais qu'on est radical, je suis radicale. J'ai reçu un syndic national il y a 15 jours. Et donc, je lui ai dit que je ne lui donnais aucun projet BRS neuf si il ne faisait pas le parcours. On a fait un parcours de formation pour les syndics externes en leur disant comment on fonctionne. La gestionnaire OFS, ça fait qu'est-ce que le BRS? Déjà, on commence par ça. C'est quoi les obligations? C'est quoi le rôle de l'OFS? C'est quoi un preneur OFS? On repart vraiment du début. Et il y a tout un parcours de formation et un lien en fait partenarial avec les syndics. Et voilà, j'essaye d'être un peu radicale. Je n'ai pas encore annulé d'AG parce qu'on n'est jamais convoqué en AG. Voilà. Et donc, la prochaine étape, c'est de faire annuler une AG. Parce que l'OFS a un vrai rôle et le bail réel solidaire, on ne peut pas considérer que c'est de l'accession classique. C'est pas du PSLA, c'est pas de l'accession en QPV, on est bien sur un dispositif particulier. Et donc nous, on a une présence, cette gestionnaire, elle est présente à toutes les assemblées générales et on fait aussi des pré-assemblées générales pour expliquer aux copropriétaires leur rôle. Et donc voilà, on axe vraiment sur la pédagogie et l'accompagnement. Voilà. Et d'ailleurs, ça questionne quand même la structuration de nos OFS, oui. Quand même. On en parlait tout à l'heure, et je crois que ça s'est dit dans d'autres ateliers, Stéphane. Salariés, pas salariés. Tout à l'heure, tu parlais combien de copropriétés? 50 au moins, oui. 50, ça veut dire 50 AG. Si vous n'avez pas de collaborateurs dans vos OFS qui va aux AG, ça va quand même aussi, quand les volumes vont augmenter, ça va quand même questionner nos organisations. Exactement. Et c'est pour ça que moi j'ai mis en place, je pense qu'on n'est pas précurseur, mais c'est assez. J'ai vraiment une personne, mais qui gère vraiment que ça. Pour moi, les points clés de la réussite, communication claire et continue entre le syndic et l'OFS. Il faut qu'on soit en lien. On peut pas avoir un syndic et y compris nos syndicats internes. Formation et sensibilisation des équipes de gestion en interne et en externe. Et un travail de pédagogie auprès des syndics externes avec des formations spécifiques. Et toujours anticiper les techniques, les paramétrages des logiciels. Je pense qu'on peut encore faire mieux et la qualification des lots. Et je le redis, une pédagogie constante auprès des preneurs pour sécuriser leur compréhension et leurs obligations. On le voit dans toutes les questions qu'on a. Moi, je ne sais pas répondre à tout. Voilà. Il y a encore, il faut qu'on éclaircisse des choses et on n'en est qu'au début. Et sans pouvoir répondre à tout, on n'est pas toujours d'accord, comme on le voit, sur l'interprétation. Donc, je pense qu'il va y avoir encore des débats entre nous et avec la DHUP probablement sur ces interprétations. Quand on va être confronté à des cas concrets, à devoir voter en Assemblée générale. Oui.
Et sur les copropriétés, nous, au sein de SDH, on est confrontés principalement à des copropriétés mixtes, donc bailleurs, promotion libre et BRS. Donc voilà, c'est aussi un exercice de style assez particulier. Alors nous, en retour d'expérience, dans les 2 OFS où nous sommes membres, les syndics font leur travail, c'est-à-dire qu'ils gèrent la relation copropriétaire, la gestion quotidienne, perçoivent les charges, suivent les travaux, etc. Et les OFS font la gestion du foncier, ils regardent si tout respecte le cadre du BRS, les agréments, etc. Donc on n'a pas les OFS, pour nous, c'est un peu des coquilles vides, il n'y a pas de salariés. Et donc effectivement, la perception de la redevance est faite par les syndics externes. Et on abordera d'ailleurs ce que l'on a mis en place depuis quelques années pour justement qu'ils puissent recouvrer cette redevance. Les syndics se font rémunérer pour ça ou pas? Oui, bien sûr. Mais pas sur le dos des copropriétaires. Ce sont les OFS qui... Alors c'est un modèle, hein, parce qu'il y aura peut-être aussi d'autres modèles dans d'autres OFS, mais c'est les OFS, il y a un montant par lot qui est versé. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les charges de copropriété ne sont pas calculées sur cette perception de redevance, sur ce travail du syndic. C'est à part, c'est une ligne à part. Et est-ce que vous assurez aussi le contentieux s'il y avait des impayés sur cette redevance? Nous, Keredes, on fait une première relance et on informe bien sûr l'OFS, mais derrière, on n'est que prestataire et c'est l'OFS qui se chargera d'un recouvrement et à ses frais, puisque c'est une partie qui le concerne. Là, ce n'est plus le syndicat des copropriétaires qui va demander comme un impayé d'un copropriétaire, c'est différent. Étant une ligne séparée, c'est une prestation. Là, c'est vraiment le donneur d'ordre, on va dire quelque part. Et vous reversez mensuellement, trimestriellement, comment vous êtes organisé? Non, c'est annuellement. Mensuellement? Annuellement. Annuellement, pardon. Annuellement, d'accord. C'est beaucoup plus simple dans la gestion. Mais là encore, c'est un fonctionnement et on l'a partagé avec nos confrères syndics, que ce soit sur Saint-Malo ou Rennes. Mais c'est un fonctionnement, ça sera certainement différent dans d'autres... Je pense que vous n'êtes pas les seuls, hein. Il y a d'autres syndics qui fonctionnent comme vous. Certainement. Donc la réflexion de départ est de dire, puisque les 2 OFS ne veulent pas charger et mettre en place des collaborateurs, donc des charges financières supplémentaires, comment, puisque la loi de 65 ne permettait pas, au titre de la redevance, ne pouvait pas faire cette action, il a fallu, avec les juristes en interne, et notamment Maître Camus qui a été à l'origine de tout ça, nos collègues syndics, des notaires, les OFS, on a dit mais comment on peut intégrer justement la perception de cette redevance. Et donc on a créé un MIC, un mandat d'intérêt collectif. Alors, si vous pouvez mettre, s'il vous plaît, à l'écran notre présentation. Merci. Voilà, donc on a créé un mandat d'intérêt collectif qui a un avantage, c'est qu'il permet au syndic de percevoir au nom de l'OFS cette redevance. Alors, ce contrat est signé dès la première AG et l'avantage, c'est qu'il suit toute la vie durant de la copropriété. C'est-à-dire que même si le syndic change, eh bien, il suit le contrat. Donc ça permet d'avoir de pérenniser le système. Et alors on n'est pas arrivé bien entendu à la dénonciation, on va dire, de ce contrat par les OFS. Certainement qu'il y aura, ça fera débat de comment, normalement, on avait prévu plus ou moins un avenant. Carole Camus me dira si c'est faux, mais pour justement arrêter ce MIC, mais ça n'a pas lieu pour l'instant, le dispositif étant de 3 ans, 4 ans peut-être maintenant aujourd'hui, c'est relativement court. C'est un contrat donc qui est signé entre l'OFS et le syndic. Le syndic intervient en tant que prestataire de l'OFS, puisque sa mission est hors champ de la loi de 65. Le syndic a donc 2 missions, hein, percevoir et comme je disais, gérer la copropriété, percevoir les charges, récolter les charges, pardon, et de percevoir la redevance. Je vous le disais, le MIC est attaché au contrat de syndic et suit la vie de la copropriété
il est intégré à tous les documents. L'OFS garde un droit de regard, puisqu'il a la possibilité, alors je dévie un peu, je change du mic, mais il a toujours la possibilité d'inscrire des questions à l'ordre du jour, des sujets. On a demandé, nous, au syndic qui, au préalable, envoyait, puisqu'il n'envoyait que aux copropriétaires, puisqu'il n'était pas identifié en tant que tel, les ordres du jour, les convocations. Ils peuvent assister, ils ont un temps de parole, pas toujours de vote, bien entendu. Et le versement donc, de la redevance est fait. Alors, ce sont des accords entre OFS et le syndic. Et c'est écrit dans le MIC, et la facturation, en ce qui concerne, est mentionnée et donc est perçue une fois par an par l'OFS. Les obligations respectives, bon, elles sont classiques. On a demandé aux OFS, bien entendu, de fournir toutes les informations et documents nécessaires pour l'exécution des missions. Et notamment, ce qui, à un moment donné, ce qui nous interrogeait, c'est l'évolution de la redevance, parce que effectivement, le syndic, lui, va rester sur une première base, mais on a vu sur certains territoires où les redevances évoluaient d'année en année. Et là, bien entendu, il faut un réajustement et une information auprès du syndic. Et le syndic, lui, les obligations de moyens, puisqu'il qui rentre dans le cadre de la carte pro loi Hoguet. Et puis, il doit mettre ses missions habituelles. Il met en œuvre le recouvrement, alors bien sûr, des charges, mais de la redevance. Et il ne peut, bien entendu, engager l'OFS sans le consentement de celui-ci. Donc voilà, en ce qui concerne, on va dire, les positions du syndic ou de l'OFS, en tout cas de nos retours. Mais on n'a pas pour l'instant, tout se passe bien, on va dire. Je vais te demander. On n'a pas de problématique, et les deux OFS sont très contents de déléguer en quelque sorte cette mission au syndic, parce que ça permet de ne pas créer un poste ou une charge supplémentaire. Parce que vous n'êtes pas les seuls à le faire. Ouais. Oui, certainement. Tu voulais interagir ? Non, pas du tout. Céline, c'est à toi d'intervenir, je crois. Oui. Alors, un retour d'expérience, mais du coup que j'ai évoqué un peu tout à l'heure. En préparant cet atelier, on trouvait intéressant de vous faire part des problématiques ou des solutions qu'on a pu mettre en place. Donc là, c'était un cas concret. C'est une des premières mises en copropriété que l'on a réalisées quand on a été agréé, donc même en amont de cet agrément, donc en 2018. C'est une résidence qui est située sur le Havre. Donc en fait, c'est la parcelle, la copro, on a un petit laser, je crois, mais la copro, c'est la parcelle 501 et 591, pour vous donner une idée. On a mis en copro classiquement, et il y a quelques mois, on a le mur qui est situé entre notre parcelle et la maison 503 qui s'est effondré. Donc le syndic nous appelle. C'est un mur, c'est structurel, c'est l'OFS. Comment on fait ? C'était un peu notre premier cas d'école, en fait, comme on le disait tout à l'heure. Tant que tout va bien, on ne se pose pas trop les questions. Et puis quand on est confronté à des premières problématiques, quand on est en copropriété classique, on n'est même plus... Enfin, nous, une fois qu'on a vendu ou commercialisé, voilà, on n'est plus du tout associé Logeo-Sen, casquette Logeo-Sen. Donc c'est le syndic, c'est transparent. Bon là, du coup, le syndic vient nous voir, et en parallèle de cet effondrement, on avait une deuxième question, c'est que la personne qui a profité de ce souci nous dit moi j'aimerais acheter un petit bout, le petit triangle que l'on voit, je ne sais pas si vous le voyez bien, le triangle qui est au bout de la parcelle 503. Voilà celle-ci, j'aimerais en profiter parce que c'était rattaché à la copro initialement pour acheter ce petit bout d'espace vert. Donc foncier, copro, enfin on se dit voilà, de toute façon foncier c'est l'OFS. Donc les questions que nous nous sommes posées, c'est qui devait prendre la main sur le sujet, est-ce que c'était le syndic, est-ce que c'était l'OFS ? On s'est aperçu, et ça en fait en préparant l'atelier, j'en parlais avec Stéphane, où je lui dis toi quand tu mets en copropriété, quelle mission donnes-tu à ton géomètre ? Donc c'est vrai que je ne sais pas si vous avez été confrontés, mais a priori je me suis sentie moins seule quand tu m'as dit que tu étais dans le même cas. Souvent les ESH ou les COP, enfin bref, les bailleurs quand ils mettent en copropriété, missionnent un géomètre, voilà on voudrait une copro.
Bon, voilà, il nous fait un EDD, un RC. Je ne m'étais même pas posé la question à l'époque de savoir si, dans ses travaux, il allait bien vérifier le périmètre de la copropriété. Donc, a priori, sauf si vous le savez déjà, c'est une prestation supplémentaire. Donc maintenant, en fait, il faut demander une mise en copro et un arpentage ou vérifier le périmètre, hein, puisque ça n'est pas d'emblée dans les travaux de la mise en copropriété. C'était le cas ici, en fait, c'est-à-dire qu'on avait bien une copropriété, mais les travaux de bornage du périmètre n'avaient pas été réalisés. Donc en fait, le syndic, en échangeant avec l'OFS, a mandaté un géomètre pour aller réaliser ces travaux, pour savoir déjà le mur à qui il était, parce qu'en fait, c'était pas écrit forcément dans les actes de propriété des uns des autres. Donc donc on a missionné, enfin le syndic a missionné un géomètre, l'OFS. Que je représente, nous sommes allés sur place avec les voisins et on a délimité en accord avec les voisins à qui était le mur qui devait en prendre la charge. Donc ça, c'est régularisé. On sait aussi à un moment donné, quand le géomètre nous a envoyé les documents, qui devait signer. On a fait appel à un ami, un notaire, c'est toujours précieux. Donc le notaire nous dit, ben non, c'est le syndicat des copropriétaires qui doit signer ce document d'arpentage. C'est vrai qu'on aurait pu penser à un moment donné que c'était l'OFS qui devait signer puisqu'on est sur... Vous n'êtes pas d'accord ? Non, mais dites, on est là pour débattre. Moi, ça m'intéresse. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, pas du tout. Je suis dans l'expérimentation, donc votre avis m'intéresse. Je ne vais pas critiquer le notaire. Comment ? Il est là, donc c'est le moment de débattre. C'est bien pour ça que je dis que je ne vais pas le critiquer. Mais j'aurais eu un petit doute moi, sur le qui signe quoi. À l'origine, s'il y a nécessité d'un arpentage, qui va le prendre en charge à l'origine ? À l'origine, ça aurait été le SH qui mettait en vente. Et l'OFS, qui découvre ça, avec quelque chose à sa charge ou pas ? À l'origine, tout à fait à l'origine. À l'origine, non. On aurait pu dire que si les travaux étaient faits en amont, correctement, tout à fait d'accord. Là, aujourd'hui, c'est l'OFS qui récupère un truc qui n'a peut-être pas été... Mel de ce qui ne me regarde pas, mais qui n'a pas été complètement vérifié à l'origine. Bon. Moi, je ne suis pas sûr que je le collerais sur le dos de la copropriété. Bon. Et sur la responsabilité de l'arpentage, je pense que du coup, le correctif, si correctif il doit y avoir, devrait être pris par le propriétaire du foncier. Alors, c'est ce qu'on va faire concrètement. Concrètement, aujourd'hui, c'est le SH même qui va payer. Ah oui, d'accord, en amont. Voilà, mais là, on l'a exposé plutôt dans le cas de ce qui nous est arrivé, mais on ne va pas du tout faire supporter à la copropriété, on est d'accord, c'est le SH qui va régler, le SH étant l'OFS avec sa double casquette, mais effectivement, c'est surtout pas les copropriétaires qui vont, je suis d'accord avec vous, on est d'accord, au final, on est d'accord. Donc, ouf, Gilles, tu es d'accord avec ton confrère. Donc, blague à part, le géomètre, quand il a envoyé le document d'arpentage, on s'est quand même posé la question peut-être juridiquement qui devait signer ce document-là, puisque effectivement en amont ça aurait dû être le SH, on est d'accord, sauf qu'aujourd'hui on est en copropriété, donc est-ce que c'est l'OFS qui doit signer ou est-ce que c'est, donc pour le coup on a pris le parti de dire que c'est le syndicat des copropriétaires, on a pris ce parti-là, qui est peut-être pas le bon, mais on est parti ainsi. Donc c'est le syndicat des copropriétaires qui a voté ce document d'arpentage, mais la facture, c'est le SH qui va la régler. Ensuite, pour cette cession de terrain, donc nous, on n'est pas contre en fait, l'OFS, comme pour échanger avec ma collègue pour le coup qui gère le syndic, ça avait un intérêt de céder cette parcelle. Donc on a profité de ce document d'arpentage pour réaliser également cette découpe. Et donc là, on va mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée générale la cession de cette parcelle. Et donc pour être en lien avec nos sujets de tout à l'heure, sauf erreur, là on est d'accord, on est bien à la résolution article 26, où l'OFS va voter pour cette cession. Voilà notre première expérience un petit peu plus atypique de la copropriété classique. Sur les expériences, nous on a terminé. Est-ce que ça appelle des réactions, échanges avant de donner la parole à Sophie ? Oui. Vous m'avez entendu ?
Donc en fait, l'OFS a le droit de vote exclusif pour la cession d'une partie commune. Oui. Donc est-ce qu'on considère que ça modifie les droits des preneurs au titre du BRS? Est-ce qu'on les consulte? Est-ce qu'on modifie le BRS? Enfin, ça peut créer quelques tensions. Alors, je reprenais les textes du BRS et de la loi de 65 là, pendant que vous parliez. L255-7.1 donc du CCH, texte sur le BRS, dit que le preneur dispose du droit de vote pour toutes les décisions de l'Assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de décisions prises en application des D et N du 25, et des A et B du 26. Alors, allons voir les textes D et N, donc article 25. Ça concerne les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes. Donc ça, c'est exclusivement l'OFS, d'accord? Ou sur les droits accessoires à ces parties communes, machin. Et le N, donc du ressort exclusif de l'OFS, l'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration. Donc, ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec notre ascenseur, est-ce qu'on est dans ce cas-là? Tu le mettrais là? Moi, je ne sais pas. Ah, pour mes équipes au bureau en Isère, oui, ils me reconfirment que pour eux, on les met bien dans... C'est de l'addition. Ouais. C'est... Bah oui. Et article 26, ouais, je suis d'accord. Amélioration, transformation. On est en couple. Ah, sur la cession de la parcelle? Oui. En fait, c'est la dualité. Enfin, les preneurs ont des droits contractuels définis dans le BRS sur une certaine emprise, et l'OFS peut décider, apparemment sans même consulter les preneurs, de céder. Ah bah oui. Alors, on peut imaginer qu'on sera en assemblée générale, qu'on va échanger. Enfin, encore une fois, ce ne serait pas dans l'intérêt d'OFS d'aller faire des choses comme ça en force. Oui, les discussions, elles sont discutées en amont. Enfin, l'OFS, surtout, on a un OFS intégré, mais on n'est pas là pour aller contre on ne va pas mettre en difficulté les copropriétaires. Ce n'est pas le but. Alors là, ça va être à l'euro symbolique contre son mur qui est cassé, qu'il y en a pour 3 000 € à un moment donné, il faut trouver des arrangements. Mais oui, si par exemple il y avait eu un produit, je crois que ça va, nos notaires, là, je crois que ça va dans la copro, il me semble. Ah, c'est ça, hein. Ouais, ça va dans la copro, me semble-t-il. Ouais. Je vais demander, Marie-Hélène, si la partie là le petit triangle là, que l'on va céder à l'euro symbolique, mais si on l'avait cédé pour X euros, cette somme-là, elle va dans la copropriété, elle ne va pas dans la poche de l'OFS. C'est la question. Elle va à l'OFS, tu dis Christelle? Comment tu dis? Ah, elle va à la copro, c'est ça? Ouais, tu dirais ça. Géraldine, tu dirais la copropriété aussi? Moi, c'est ce que je dirais. Pas clair. C'est pas clair. Ben non, c'est pas clair. Hein. Mais oui, non, mais on est d'accord. Hein. Excusez-moi. Dans le syndicat, donc vous mettez que les preneurs. Pardon. Oui, dans le syndicat, vous mettez que les preneurs. Oui. Il n'y a pas l'OFS. Donc, oui. Donc le prix réparti entre les copropriétaires donc revient aux preneurs. Oui, je suis d'accord avec toi, Christelle, ce serait logique. Tu dis, moi je suis d'accord. Bon, on va faire une session à l'euro symbolique, ça sera beaucoup plus facile pour le moment. C'est la répartition. L'euro, on va leur laisser. On va être. Non, mais on voit bien. Hein, d'ailleurs, nous, quand on a préparé, on voit que ça fait quand même débat. Oui, on regarde le temps. T'as raison. On a commencé avec du retard. Donc, oui, je vous en prie. On se dit qu'on va jusqu'à 12h15, si ça vous va. C'était midi, mais on a commencé en retard. Donc, comme ça, Sophie aura du temps. Amélie Roux pour la coopérative foncière à Strasbourg. J'ai une question par rapport justement à ces droits de vote.
Parce que nous, on a régulièrement des demandes de copropriétaires pour des storban, l'installation de storban, de moustiquaires. Et alors, selon l'article, soit on prend l'article 25B, qui dit que l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Donc on se base sur l'article 25B et à ce moment-là, on ferait voter l'ensemble des copropriétaires. Soit on considère que ça relève de l'article 25N qui vise les travaux d'addition, transformation, amélioration. Et à ce moment-là, c'est l'OFS qui vote. Et moi, ça me pose un souci dans le sens où ça serait dans l'intérêt de l'OFS d'avoir un vote exclusif là-dessus parce qu'on garde la maîtrise de l'harmonie de l'immeuble, etc. et des modèles de storban, de moustiquaires et de couleurs. Par contre, je m'interroge si un jour, justement, les copropriétaires contestent le vote de l'OFS sur ce sujet-là et se disent, en fait, on aurait dû faire voter l'ensemble des copropriétaires sur ces questions-là. Et ça amène aussi une autre question, c'est le droit de regard aussi de l'ensemble des autres copropriétaires sur ce qui sera installé par un copropriétaire en storban ou en moustiquaire. Ici, on se dit qu'on serait sur le 25B. Là, c'est le rôle du syndic. Hein. Et pour moi, l'harmonie, c'est le rôle du syndic. Hein. C'est son job de s'assurer de l'harmonie, de donner ou non un storban, un accord pour un storban bleu, et de se dire, on va dire OK au bleu et au jaune. Et pour moi, c'est plutôt du ressort du syndic que de l'OFS. Donc, j'aurais tendance à dire que sur ce type de résolution, on le mettra en 25B. Vous aviez l'air de confirmer, madame? Oui. 25B, hein? Ouais. Oui, du syndicat, pardon. Oui, du syndicat, pardon. Oui. Qui gère la copro, vous avez raison. Je dirais son activité en tant que telle. Hein. Donc c'est le syndic. Hein. Syndicat des copropriétaires. Oui, syndicat. Vous représenté par syndicat. Oui, vous avez raison de nous reprendre. Raison. Oui, le syndicat, oui, tout à fait. Oui. Parlons correctement, vous avez raison. La réflexion est fort juste et super importante. Parce que c'est jamais le syndic qui décide, en fait, c'est le syndicat. C'est le syndicat, oui, tout à fait. Oui, monsieur. Exactement. Normalement, c'est le cas. Hein. Non, dans la plupart des cas. Non. Mais on aura toujours des cas, qui ne seront pas dans le règlement de copro et pour lesquels on se posera ce type de questions. Mais comme l'a dit Delphine tout à l'heure, effectivement, l'intérêt d'anticiper nos mises en copro, d'avoir des trames bien complètes. Prenons. C'est ça, c'est pareil, personne. On revient sur une petite question sur laquelle nous avons discuté avec Maître Roussel. Notre exemple de tout à l'heure nous poser la question, le foncier est-il une partie commune? Alors, je pense qu'il faut... on est tombé d'accord sur le fait qu'il faut s'intéresser à l'ordre dans lequel les actes sont faits. En l'espèce, ici, nous avions un ESH qui était propriétaire de l'immeuble, donc en propriété pleine et entière, il n'y avait pas de copro. L'ESH s'est fait agréer en qualité d'OFS, donc OFS intégré, d'accord. Et ensuite, la mise en copro a eu lieu, et ensuite, les BRS ont été consentis. Moi, je considère, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, que dans cet exemple-là, le foncier est une partie commune. C'est une partie commune, c'est ça que Oui. Mais il y a aussi d'autres cas, peut-être un peu plus complexes, dans les ensembles immobiliers complexes, dans lesquels on a des cessions de tantièmes ou des mises en, des volumes, des volumétries, dans lesquels le foncier pourrait ne pas être une partie commune. Une discussion sur le sujet. Oui, la semaine juridique avait publié un article là-dessus. Exactement.
Oui, avec un micro, ça va être mieux. La question s'était posée de savoir si on mettait ou pas le sol dans les copropriétés, dans les parties communes, et notamment lorsque c'était des immeubles 100% BRS. Et il y a eu quelques copropriétés hors sol qui ont été... C'est exactement ce que disait Maître Roussel. Mais au final, très vite, le sujet, même lorsqu'il y avait du 100% BRS, le sol est resté partie commune. Alors, moi, c'est ma position. Je considère que le BRS intervient après la mise en copro et que la dissociation foncier bâti intervient après la mise en copro et donc que le sol est une partie commune. Aujourd'hui, quasiment, de ce que je vois passer, en tout cas sur les territoires sur lesquels j'interviens, le sol est toujours une partie commune. Et je crois que l'ordre des géomètres s'était posé la question de savoir ce qu'il devait faire du sol. Dans la première appréciation, dissociation. Voilà. Après, il y a effectivement, lorsqu'on est sur des immeubles mixtes avec différents statuts, pour faciliter le périmètre du BRS opérateur, il y a effectivement souvent la création d'une copropriété avec des lots transitoires. Et le BRS va apporter sur un lot transitoire qui ensuite s'éclate en autant de lots pour permettre les sessions de BRS. Mais le foncier de ce lot transitoire reste une partie commune. C'est toujours une partie commune, sauf que ce sol, il est au démarrage partagé entre l'OFS et un autre propriétaire. Mais le sol reste partie commune, oui, tout à fait. Et là, pour cette problématique-là, pour moi, les sessions de BRS, comme elles valent mutation, c'est le syndicat qui doit signer l'acte. Alors après, ça n'empêche pas des arrangements, effectivement, parce que cette régularisation intervient peut-être dans un deuxième temps que l'OFS prenne ce montant-là à sa charge, mais juridiquement, c'est bien le syndicat qui va signer les documents. Je vois pas. L'OFS, il ne peut pas signer tout seul à la publicité foncière. Je pense qu'il y aurait quelques difficultés derrière. Ah ben non, oui, il n'y a pas d'effet relatif. Merci pour ces précisions. Si vous en êtes d'accord, on passe au dernier sujet. On se dit que le sujet est tellement pas assez complexe qu'on en ouvre d'autres. Donc Sophie de la Dril va nous effectivement faire part, a gentiment accepté notre invitation pour nous partager la réflexion et les travaux en cours. Alors effectivement, donc on a pu voir déjà les débats qu'il y avait, donc on va poursuivre. Donc nous, en Île-de-France, on s'est interrogé sur l'idée de mobiliser les OFS en copropriété fragile ou dégradée. On est parti d'une étude qui avait été réalisée en 2019 par la DREAL PACA avec l'appui de la DHUP, auquel avait participé également donc, le PF PACA, il y avait le bureau d'études, c'était Espace Cité, on avait la DDT, on avait l'ANA, on avait mis un certain nombre d'acteurs autour de la table. Alors je dis on parce que j'ai participé côté des HUP à cette étude. Donc comme un certain nombre de partenaires, voilà, on avance dans la vie professionnelle et on se rend compte qu'on poursuit toujours le sujet. Et donc, en 2019, cette étude, c'était aussi poser cette question, mais plutôt d'un point de vue théorique. Et on était arrivé à la conclusion que d'un point de vue théorique, j'insiste bien sur ce point-là, on pouvait intervenir juridiquement et économiquement dans le cadre du droit commun en copropriété. Alors, je dis bien sûr, tout ça est à prendre avec beaucoup de guillemets. Et puis on avait il y avait deux phases, et sur la deuxième phase, on avait identifié des montages pour permettre le financement de travaux pour assainir donc des copropriétés fragiles, dégradées, alors soit partiellement, soit sur l'ensemble, sur le volume de la copropriété. On s'était posé toutes ces questions-là. Mais on avait posé finalement cette étude, personne n'était passé à la phase opérationnelle. Et donc en Île-de-France, au regard des enjeux qu'on avait, on a dit sur ce sujet-là, est-ce qu'on ne peut pas poursuivre ce travail, le reprendre? Alors bien sûr, plusieurs années après. Donc, donc on s'est relancé sur cette question pour se dire...
mais de manière partenariale, parce qu'on a échangé avec nos partenaires en Île-de-France sur le sujet, donc notamment l'ANRU, l'AORIF et la Banque des Territoires, pour se dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas y aller, est-ce qu'on ne peut pas creuser, et puis avec l'idée d'une expérimentation in fine pour voir si on pouvait véritablement intervenir sur ce type de copropriété. Alors du coup, on s'est dit, on va devoir y aller en 2 temps, parce que, comme je disais, dans le cas du droit commun, c'est possible, c'était en 2019. Aujourd'hui, on est en 2025. Voilà, il s'est passé quelques années, le droit a évolué, on a un petit peu plus de recul qu'en 2019 sur les OFS. Et donc, on s'est dit, on va d'abord lancer une étude pour essayer de confirmer des hypothèses, aller un petit peu plus loin, avant d'arriver à l'expérimentation. Donc, on se dit aussi que cette expérimentation, si on arrive à la lancer, si on voit qu'elle est faisable, ça nous permettrait de dire que le dispositif OFS-BRS, donc l'OFS, pourrait être un nouvel outil dans le panel d'intervention des copropriétés fragiles dégradées, mais aux côtés de ceux déjà existants. Il ne va pas permettre de répondre à tous. Et notre enjeu, c'est justement de trouver où est-ce qu'on pourrait faire intervenir un OFS pour qu'il y ait vraiment un effet levier. Et donc, au-delà du partenariat, on associerait notamment, il y a la DHUP qui travaille à nos côtés, qui est associée, et donc si on identifie dans le cadre de ces études, de l'étude entre guillemets préalable, ainsi que de l'expérimentation des freins, ça nous permettrait de les partager avec la DHUP pour justement faire évoluer, si nécessaire, le droit. On le voit dans les débats qu'on vient d'avoir, il y a des questions qui se posent. Mais comme j'étais à la DHUP, j'ai tout à fait conscience que ces sujets se posaient déjà en 2019, en 2020, 2021. Voilà, je peux vous rassurer, et c'est complexe. Non, oui, ou pas. C'est complexe. Donc, cette étude, j'aurais aimé arriver en vous disant on a déjà un bureau d'études, on a des premières conclusions. Ce n'est pas le cas, on a pris un petit peu de retard. Vous savez ce que c'est les études. Donc, le marché a été publié, on a des offres, donc on va les analyser. Et notre idée, c'est de notifier donc, durant l'été ce marché aux prestataires qu'on va retenir. Donc ça, c'est la phase justement pour justement confirmer ou infirmer, pour voir si on y va, si on n'y va pas. Donc elle va durer 4 mois, donc ça veut dire qu'à compter de septembre, on ne va pas travailler à l'été, ce ne serait pas bénéfique. On va attendre, on va lancer véritablement l'étude en septembre. Ça veut dire que début en janvier 2026, on aura les conclusions, on les aura même en fin d'année, mais elles seront diffusées au tout début 2026. Et pour dire, voilà, est-ce qu'on va vers un AMI qu'on annoncerait dans ces cas-là au premier trimestre, premier semestre tout au plus 2026, donc ça ira vite pour la suite. Donc l'enjeu, nous, de cette phase-là, c'est une actualisation de la faisabilité juridique ou non d'intervenir de faire intervenir un OFS en copropriété fragile ou dégradée dans le cadre du droit commun, voire d'identifier les freins, les limites. Enfin, voilà, c'est d'ores et déjà de voir comment on peut faire évoluer les choses. On identifierait une typologie de copropriétés sur lesquelles on pourrait intervenir. Donc, je parlais des copropriétés fragiles dégradées. Quelle est la taille de ces copropriétés? Petite ou grande copropriété? En centre ancien, en ANPNRU. Voilà, le tout, c'est d'affiner le cadre de cette expérimentation. Et enfin, il y aura un troisième point dans le cadre de cette étude qu'on lance là à la rentrée. C'est la proposition et l'analyse de montage opérationnel. On va se limiter à 4 maximum, tant qu'il soit donc techniquement et économiquement faisable. Et on va préciser l'intérêt, enfin voilà, ça va être de les mettre dans la balance, les avantages, les inconvénients, les leviers.
Voilà, donc ça veut dire aussi que ce cahier des charges, ce que je n'ai pas précisé, il a été aussi, dans le cadre de sa construction, au-delà de nos partenaires, on s'est tourné aussi vers des OFS franciliens pour essayer de comprendre le cadre dans lequel on pouvait aller vers cette expérimentation, parce qu'il y a vraiment un enjeu au cœur de tout ça. Tout à l'heure, je disais bien que l'OFS ne pouvait pas la réponse à tout. Il faut voir où est-ce qu'on place le curseur de l'intervention de l'OFS, parce qu'il ne faut surtout pas, absolument pas, mettre en risque l'OFS. En fonction des montages, il y a quand même ce risque-là qu'on a quand même préalablement identifié, qui a été partagé par les OFS avec lesquels on a échangé. Donc ça, c'est le gros point de vigilance. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur donc cette étude qu'on est en train de lancer et sur lesquelles on pourra communiquer donc, début 2026. Alors nous, en ce qui nous concerne en interne, on a eu une réflexion justement sur comment agir sur ces copros dégradés, des impayés, des manques d'entretien, etc. Il faut bien rappeler quand même que qui a en quelque sorte qui a le pouvoir, c'est le syndicat des copropriétaires et par l'action des AG qui votent l'entretien, les budgets, etc. Qui nomme le syndic, c'est le syndicat, c'est pas l'OFS qui renouvelle les contrats. Donc l'action pour nous de l'OFS est assez limitée, sauf éventuellement pour un preneur qui serait déficitaire en termes de paiement de la redevance, de lui racheter éventuellement et de devenir lui-même copropriétaire. Mais outre la pédagogie, l'accompagnement et la surveillance de la copro et des points de vigilance à avoir, encore une fois, ce n'est que de la réflexion interne, puisqu'on n'en est pas rendu là aujourd'hui. Le rôle de l'OFS est assez limité, sauf si les textes changent. Voilà notre réflexion où nous en sommes aujourd'hui. On a exactement la même réflexion. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs avec Sophie, parce qu'on a aussi un agrément Île-de-France, et on échangeait. Aujourd'hui, l'ESH a une petite expérience justement dans laquelle elle intervient sur des copropriétés dégradées, et on voit bien on rachète les logements vides, et donc on est obligé de dire aux ménages, on les accompagne sur le relogement. Et on se dit, c'est comme ça qu'on a échangé, c'est de se dire, peut-être que si on avait pu leur acheter leurs biens en pleine propriété et leur revendre en BRS, leur permettant, c'est un peu ça l'idée, c'est ça notre rôle je pense, leur permettant de rester dans les lieux. Certes, voilà, ils changeraient quand même de statut. Quelque part, c'est de se dire, nous, en faisant ça, on va réassainir au fur et à mesure une copropriété, et on va surtout permettre aux ménages qui le souhaitent de rester dans leur immeuble. Je pense que c'est peut-être ça la première idée. C'est ça. C'est complètement ça, c'est ce qu'on avait identifié dès 2019, c'était justement ces ménages. Comment est-ce que... voilà, on sent qu'il y a une typologie de ménage aussi derrière tout ça. Il y a les propriétaires bailleurs, il y a les propriétaires, il y a toutes ces questions-là, et c'est ça qu'on doit aussi pousser, c'est parce qu'on se pose la question aussi sur la nature des OFS qui sont capables d'intervenir dans ces type de copropriété, parce qu'on ne voit pas simplement les travaux ou le fait de faire sortir ces copropriétés de ces statuts-là, c'est aussi derrière, il faut prendre en compte les populations, il faut prendre en compte les ménages. Donc un ménage, par exemple, qui est en difficulté et qui ne peut absolument pas rester propriétaire ou acquérir son ménage, est-ce qu'on a moyen qu'il devienne un locataire en BRS? Est-ce que finalement il peut absolument pas? Et auquel cas il faut qu'on anticipe son relogement? Il y a toutes ces questions qui vont également se poser. On va pousser quand même la réflexion assez loin, mais on poursuit juste une réflexion qui était déjà posée dès 2019. Géraldine. Des questions? Le micro. J'avais juste une petite question par rapport à cette étude que vous reprenez. Savoir si c'est un travail que vous menez en partenariat avec la Fédération des coopératives HLM ou pas. Est-ce que vous avez associé la fédération sur le sujet, puisqu'ils avaient déjà travaillé de façon assez importante en 2018-2019 sur la question?
On les a rencontrés. Voilà, c'est clairement, on les a identifiés. On a aussi échangé avec eux au-delà des OFS. Il y avait la Fédé des COP qui a été rencontrée. C'est le premier interlocuteur qu'on a vu, justement pour leur dire qu'est-ce que vous en pensez si on reprend l'expérimentation. C'est vraiment, on s'est tourné vers eux pour leur poser la question, pour se dire est-ce que vous voyez un intérêt à ce qu'on se lance dedans? D'accord, non, c'est à moi. Et l'autre point aussi peut-être à évoquer, c'est que sur cette problématique des copropriétés dégradées, la loi de 2024, loi Habitat dégradé, a quand même apporté dans la loi de 65 de nouvelles dispositions pour faciliter le vote des travaux et surtout le financement avec ce fameux emprunt collectif. Alors après, dans les modalités de mise en place, il y a un décret qui vient tout juste de sortir. La seule difficulté, c'est que le produit, je ne suis pas sûre qu'il existe aujourd'hui dans les banques, mais en tout cas, il y a les outils juridiques aujourd'hui pour faciliter au sein des copropriétés la prise de décision, qui peut questionner sur le rôle du coup de l'OFS, parce que l'OFS, aujourd'hui, dans les textes, il peut prendre des décisions, mais il ne paye pas. Donc, le nerf de la guerre reste l'argent. Comment on règle cette problématique, surtout qu'à l'époque, sur les études, l'intervention de l'OFS pouvait être en tiers financeur, et que cette notion de tiers financeur, elle est très encadrée par la loi, et notamment par le code financier monétaire, et qu'il fallait faire évoluer ce régime juridique. Il y avait déjà la loi de 65, il fallait faire évoluer, il y avait le CCH, et il y avait aussi sur le volet financier. Donc c'était un lourd travail qui avait été identifié, en tout cas en 2019, pour y avoir participé. Voilà. Et justement, c'est pour ça qu'il faut qu'on actualise ce qui s'est fait en 2019, parce qu'il faut qu'on intègre toutes ces évolutions. On a bien conscience et qu'on voit justement, enfin voilà, on est au fil de l'eau, on avance en marchant, et c'est ça qu'il faut qu'on clarifie pour poser les cadres. Le cadre, si on se dit ok, on peut y aller sur l'AMI, pour avoir un AMO derrière, mais qui accompagnera certainement un groupement si ça se fait. Mais voilà, il faut qu'on ait préalablement défriché tout ça et que ce soit, entre guillemets, le plus clair possible, je l'espère. D'autres apports? On va manger? Vous avez faim? Merci. Ah, pardon. Ah, juste un sentiment, le BRS n'a pas été fait pour ça. Hein. Voilà, bon. Et l'OFS a comme instrument le BRS, le lien entre les deux. Il y a peut-être d'autres instruments sur lesquels il faudrait se pencher, retravailler peut-être le bail réhabilitation, des choses de ce genre-là, mais le BRS, c'est l'instrument d'accession à la propriété durablement sociale, l'accession à la propriété, mais pas à la correction des copropriétés dégradées. Pardon, là, je suis vraiment perplexe. C'est pas la première fois qu'on l'entend, mais je reste perplexe sur le risque que pourrait avoir à ce moment-là, avec la modification des textes, sinon l'OFS n'aura aucun pouvoir, hein, avec une dissociation à l'envers pendant qu'on y est, hein, c'est-à-dire le rachat de droits fonciers aux propriétaires. Bon, moi je voudrais voir déjà un petit peu comment ça fonctionne, mais derrière, quel pouvoir pour l'OFS, sauf à corriger le texte et donner plus de pouvoir, plus de droits de vote, plus d'engagement financier à l'OFS, c'est jouer avec le feu. Je le dis comme je le pense. Hein. En tout cas, ça n'a pas été pensé comme ça. Pas du tout, du tout. Déjà, les dernières modifications, certaines, je reste un peu dubitatif, vous l'avez compris, mais alors là, bon courage. C'est pour ça qu'il faut quand même caractériser le risque et qu'on insiste là-dessus.